Avec leur long corps dépourvu de pattes, les serpents sont faciles à reconnaître, mais ils suscitent beaucoup de craintes et de phobies. Si c'est votre cas, ne vous enfuyez pas trop vite, nous allons nous mettre à hauteur du sol pour apprendre à les appréhender. Vous êtes curieux de découvrir ça avec nous? C'est parti! Alors vous les serpents, vous ne vous en méfiez pas du tout, vous travaillez même à leur préservation. Oui, en effet. C'est vrai qu'il y a certaines passions qu'on n'explique pas vraiment, mais il y a comme ça des animaux coup de cœur en tant que naturaliste sur le terrain et les serpents en font partie pour moi. Ouais. Comment est-ce que vous faites justement pour les repérer sur le terrain? On prospecte très lentement sur le terrain, à bonnes conditions météo, et on est très attentif à tous les endroits où on a l'habitude de les trouver. En connaissant un petit peu leur comportement, on essaye de chercher où ils pourraient être exposés au soleil ou plutôt à l'ombre ou à mi-ombre en fonction de la météo. Donc des milieux comme ceci, semi-ouverts, c'est quelque chose que les serpents apprécient? Oui, c'est ça, c'est plutôt des milieux de transition, des milieux semi-ouverts, des broussailles, de la friche en fait pour faire simple, des ronciers, ce genre de choses, des herbes qui ne sont pas fauchées, pas tondues pendant plusieurs années. Donc là c'est vraiment des endroits propices pour les rechercher. Et puis alors ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on dispose des plaques refuges, comme on appelle ça, sur le terrain. Ça peut être différents éléments, du bois, de la tôle métallique, du caoutchouc. Et là, les serpents, comme d'autres reptiles, viennent s'abriter en dessous pour accumuler de la chaleur par contact, tout simplement, avec l'élément. Donc ça veut dire qu'ici, avec les températures qui augmentent tout doucement au fil de la saison, il pourrait y avoir un serpent qui est en train de profiter du soleil sous cette plaque. Oui, c'est fort probable. C'est vraiment une bonne technique de recherche. Après, ça dépend des conditions météo. S'il fait trop chaud, forcément, là en dessous, c'est comme un four, donc les serpents vont quitter ces abris-là et vont aller se remettre à l'ombre ou bien descendre dans une galerie de micro-mammifères pour être un peu plus au frais. Et là, on peut regarder si on en a un qui se cache. On va lever délicatement, oui. Je vous aide comme ceci? Oui. Tout doucement? Ah. Voilà, on a beaucoup de chance. C'est quoi comme serpent ceci? Donc ça c'est la couleuvre helvétique qu'on appelait anciennement couleuvre à collier. Donc on a 3 espèces de serpents en fait en Belgique. La couleuvre helvétique, la cornelle lisse qui est une autre couleuvre et la vipère péliade. Et donc ici on la distingue d'abord par le collier qui lui a donné son ancien nom, un collier noir qui est un petit peu interrompu. Juste derrière la tête. Juste derrière la tête, c'est ça, voilà. Pour les plus jeunes individus, ce collier noir est souvent doublé d'un collier clair qui est très marqué. Alors on voit plusieurs grandes écailles sur le dessus de la tête, ça c'est caractéristique des couleuvres. Les vipères ont plusieurs petites écailles et puis une pupille qui est bien ronde. Chez les vipères, elle est verticale. Et pas de paupières sous les yeux, c'est ça qui peut paraître parfois un peu effrayant aussi. Pas de paupières en effet, c'est vrai que l'œil est fixe. C'est une écaille translucide en fait qui recouvre l'œil et c'est vrai que ça donne une impression de regard fixe. On a l'impression parfois qu'il nous défie quand on les a les yeux dans les yeux. Et en effet, sa langue qui sort là, qu'on voit, qui est divisée en deux, ça aussi c'est typique. C'est caractéristique, oui, des reptiles. C'est leur organe de l'olfaction principal en fait. Donc ils ont des narines fonctionnelles, mais ils fonctionnent bien plus avec la langue en fait, qui est bifide, et ça leur permet d'avoir un effet stéréo de leur environnement. Donc le fait de sortir la langue et d'aller capter des molécules olfactives avec les 2 brins. Ils peuvent par exemple avoir plus de molécules de campagnol sur le brin gauche que sur le brin droite, et ça leur permet de s'orienter vers la proie ou de fuir le prédateur éventuellement. Et là, elle lève la tête, c'est une réaction normale? C'est probablement une réaction de défense face à notre présence. Elle se fait un peu plus menaçante, elle dresse l'avant du corps, elle peut aussi parfois aplatir la tête et faire une tête triangulaire qui peut faire penser à une tête de vipère en fait. Donc les couleuvres ont plutôt la tête ronde avec un profil plus arrondi je dirais, et les vipères ont une tête plus triangulaire parce qu'elles ont des glandes à venin qui sont en arrière de la tête et c'est ça qui fait que la tête est plus triangulaire. Donc certaines couleuvres ont le réflexe d'aplatir cette tête, de la rendre triangulaire pour être plus menaçante. Ouais. On va pas trop l'embêter, alors on peut peut-être refermer cette plaque pour continuer. On va juste refermer délicatement, je vais mettre une branche à côté pour ne pas l'écraser. On peut y aller? C'est parfait, oui. La vipère et la couleuvre à collier
ont fortement régressé au cours des 150 dernières années. Et pire encore, la vipère est considérée comme menacée d'extinction. La principale cause de régression de ces populations est la perte ou la modification de leur habitat. Alors, pour y remédier, des sites propices à la ponte sont reconstitués pour préserver cette faune si fragile. Alors on vous a vu là en train de prospecter sur le terrain pour faire des inventaires en fait de ces sites pour savoir quel type de serpent on y retrouve. À quoi est-ce que vous êtes attentif lors de ces inventaires? Oui, en effet, c'est vrai qu'on suit d'assez près certaines populations en tout cas de serpents et plus particulièrement pour nos deux espèces qui sont plus menacées, donc la vipère péliade et la coronelle lisse. Et alors on peut faire du suivi individuel de ces serpents-là avec des photos tout simplement. Quand on a une bonne photo du dessus de la tête par exemple, on peut avoir des détails du nombre d'écailles ou des motifs des dessins qui se démarquent des autres individus sur la tête. Et ça permet de suivre les individus au fil de la saison et au fil des années aussi pour évaluer leur utilisation de l'habitat, leur déplacement, leurs habitudes, leur longévité aussi, le nombre d'individus, voilà, toute une série de paramètres. D'où le fait que vous savez plus ou moins où les trouver alors au fil de la saison, parce qu'en fait quand ils ont un spot, ils y restent. Ça dépend des sexes et ça dépend du moment de l'année, mais c'est vrai que les mâles par exemple, ou tous les individus de manière générale à la sortie de l'hivernage vont rester à un endroit bien précis ou dans un tout petit périmètre avant d'avoir mué et d'entamer la saison de reproduction. Et les femelles gestantes particulièrement vont être vraiment très casanières, je vais dire. Elles vont rester dans un tout petit périmètre pendant toute leur saison et toute leur gestation, tant qu'elles ne sont pas dérangées, que l'habitat est propice. Oui. Ici, c'est un site qui est vraiment propice à la vipère. Comment est-ce que ces serpents se répartissent sur le territoire? Donc la vipère, elle a une répartition qui est assez réduite, grosso modo un cercle autour de la botte de Givet, donc ça inclut une partie de l'Ardenne. Nos trois serpents en fait sont présents principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse, donc la vipère on vient de le dire. La coronelle lisse, on va plutôt la trouver en général à proximité de milieux pierreux, c'est pas exclusif mais elle apprécie ces milieux-là parce qu'elle est prédatrice principalement de lézards. Donc elle est fort liée aux lézards des murailles qu'on retrouve en milieu pierreux, mais on la retrouve parfois aussi dans des milieux dépourvus d'éléments minéraux, et là elle prédate le lézard vivipare. Et alors la couleuvre helvétique, elle est assez dépendante de zones humides puisqu'elle consomme énormément d'amphibiens, enfin énormément. Nos serpents ne sont pas des très grands prédateurs puisqu'ils sont assez économes, ils ont un mode de vie très ralenti et une dizaine de proies peut suffire à un serpent adulte sur l'année. Sur l'année? Sur l'année, voilà. Oui. Parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour les digérer en fait. C'est ça, oui. C'est des grosses proies à l'échelle d'un serpent. Un campagnol ou une grenouille adulte, c'est déjà une grosse proie pour un serpent. Ils prennent plusieurs jours à la digérer. Et puis leur métabolisme peut fonctionner vraiment au ralenti en fonction des conditions météo. Et une femelle en gestation, par exemple, ne va pas s'alimenter pendant les quelques mois de sa gestation parce que dans son organisme, il n'y a pas de place pour les embryons en développement et une grosse proie. Les serpents sont des espèces importantes de la chaîne alimentaire et sont également d'excellents bio-indicateurs. Cela signifie que leur présence indique un bon équilibre écologique et une richesse d'espèces végétales et animales. Si un serpent s'installe dans votre jardin, c'est donc un très bon signe de la qualité de la biodiversité. On va voir sur ça là. On va soulever cette plaque là, oui. Délicate. Ah, super. Oh là là. Super, on a deux orveilles ici. Alors plein de fourmis, ça c'est assez courant sous les plaques. C'est vrai qu'on croise d'autres animaux que les reptiles. Donc ici on a deux orveilles qui sont souvent confondus avec les serpents.
de par leur forme évidemment. Donc ce sont des lézards qui n'ont pas de pattes, qui ont perdu leurs pattes au cours de l'évolution. C'est important de le préciser. Oui, d'autres petits détails, notamment sur le ventre, ils ont plusieurs rangées d'écailles ventrales, alors que les serpents n'ont qu'une seule rangée d'écailles ventrales sur tout le corps. Et alors, comme les lézards, les orvets peuvent volontairement se détacher la queue. On appelle ça l'autotomie caudale. C'est un réflexe de défense vis-à-vis des prédateurs. Donc si un prédateur essaye de les saisir par la queue, ils peuvent volontairement se fracturer une vertèbre. La queue va gigoter dans tous les sens, attirer le prédateur qui va manger la queue et pendant ce temps-là, l'individu peut s'enfuir discrètement. On l'a déjà évoqué, ce phénomène de thermorégulation. C'est vraiment ça qui rythme le comportement des serpents? Oui, c'est vrai qu'ils ont absolument besoin de jouer sur les variations de température pour leur métabolisme et pour leurs différentes activités. Donc, par exemple, les femelles en gestation vont devoir s'exposer beaucoup plus que les mâles ou les jeunes pour pouvoir produire suffisamment de chaleur pour le développement de leurs embryons. Les mâles en tout début de saison, là par exemple, vont s'exposer beaucoup plus avant leur mue. Ils vont en fait sortir d'hivernation, faire une première mue et puis après ils vont partir à la recherche de femelles pour entamer la reproduction. Donc c'est des moments assez propices à leur observation parce qu'ils sont plus exposés qu'à d'autres moments. Ouais. Et cette chaleur, c'est aussi ça qui va dépendre de leur vivacité. En fait, s'ils ont emmagasiné suffisamment de chaleur, ils vont être plus vifs qu'ils ne le sont pour le moment parce que là, les températures sont encore un peu fraîches. Oui, c'est ça. On est encore en début de journée, donc en effet, ils sont moins vifs parce qu'ils viennent tout juste de sortir de leur refuge nocturne. Maintenant, ils peuvent être beaucoup plus vifs au milieu de la journée quand les températures ont suffisamment chauffé. Mais ils évitent aussi les trop fortes températures. C'est une idée qu'on a souvent dans le grand public, c'est qu'on va chercher les serpents à 30-35 degrés dans des milieux très chauds, très secs. Ce n'est pas du tout le cas en fait, en tout cas pour nos espèces, on va plutôt les chercher à des températures inférieures. Et si le ciel est complètement dégagé, déjà à partir de 8 degrés, quelque chose comme ça, les serpents commencent à bien s'exposer. Et au-delà, 15-20 degrés, il faut avoir une bonne couverture nuageuse pour avoir la chance d'observer des serpents. Est-ce que le réchauffement climatique a un impact alors sur les serpents en général? Du fait de leur besoin de thermorégulation, oui, évidemment. Alors, probablement qu'on manque encore d'éléments concrets et de recul pour montrer les impacts. Mais ils sont tellement dépendants de la température que oui, évidemment, ça doit avoir des impacts, notamment pour les jeunes qui peuvent sortir plus tôt, donc les femelles peuvent mettre bas plus tôt en été. Et ça peut être assez défavorable pour le développement des jeunes s'ils naissent à un moment donné où il fait très chaud, très sec. C'est défavorable à leur développement. Les canicules, les sécheresses sont défavorables à la gestation des femelles aussi, qui essayent autant qu'elles peuvent de limiter les pertes hydriques en fait. Donc forcément, c'est pas évident pour ces femelles-là à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres menaces sur les serpents? Les menaces principales, comme pour tous les autres groupes, c'est la destruction, la fragmentation des habitats. C'est un peu toujours la même chanson en conservation de la nature, maintenant on la connaît bien et ça c'est dans tous les domaines, dans tous les acteurs de terrain, je dirais, depuis les jardins privés finalement jusqu'aux gestionnaires d'espaces publics, de forêts, de réserves naturelles, etc. Voilà. D'où ce travail de préservation auquel vous œuvrez aussi? Oui, en effet, c'est vrai qu'on essaye modestement, mais chacun de mettre un petit peu, d'apporter sa pierre à l'édifice et d'apporter quelques connaissances supplémentaires pour pouvoir mieux protéger ces espèces-là. Parmi les autres menaces, je crois que les sangliers, on voit ici le terrain, il est retourné. Or, on est sur un site particulièrement préservé pour les serpents et malgré tout, les sangliers font des ravages. Oui, c'est vrai qu'ici, comme dans bien d'autres sites, la pression des sangliers est vraiment trop forte, bien trop forte pour que les populations de reptiles puissent se maintenir. En fait, ils prédatent directement les individus. Et puis ils détruisent complètement l'habitat. On a parlé d'un habitat plutôt de type friche, de type roncier, des herbacées non fauchées, des broussailles. Et ça, les sangliers vont retourner complètement ces habitats-là pour aller chercher leur nourriture. Et donc ils modifient complètement le faciès au niveau de la flore. On a des zones beaucoup plus rases, beaucoup plus uniformes, qui ne sont pas favorables aux serpents parce qu'ils sont trop à la vue des prédateurs en fait. Et puis trop exposés au soleil aussi. C'est ça. Il faut essayer de ne pas faire de gestes brusques, comme ça on a la chance de les observer un peu plus longtemps.
Ici, il faut être attentif dans ce genre d'habitat avec un petit peu d'hétérogénéité au niveau de la végétation. C'est un endroit qui est vraiment très propice. Il y a d'ailleurs ici Oh, il est bien installé. un beau mâle de vipère. Enroulé sur lui-même. Enroulé sur lui-même, en effet. Donc on reconnaît l'espèce à la pupille verticale, toute une série de petites écailles sur la tête, et alors un zigzag continu sur le dos qui est bien noir chez le mâle et plutôt brun chez la femelle. Donc ici, elle est bien exposée parce qu'il y a une bonne couverture nuageuse, elle est entièrement visible. Est-ce que la vipère, on doit s'en méfier? Elle est dangereuse pour l'homme? Elle est dangereuse pour nous, elle est venimeuse. Maintenant, les risques d'être envenimé sont vraiment minimes. C'est tout un concours de circonstances. Il faut d'abord être dans la présence, dans l'aire de répartition de l'espèce, qui est finalement assez réduite chez nous. Oui, a priori, ce genre de milieu, on ne les fréquente pas trop quand on se les promène. fréquente pas, Ouais, non, non. Les habitats occupés par les serpents, c'est en effet pas des endroits piétinés, c'est pas vraiment les chemins, c'est pas les zones tondues, donc c'est des endroits où on ne se promène pas. Et puis il faut que les conditions météo soient favorables, il faut être au bon moment de la journée, etc. Et au final, il faudrait être à moins de 30 cm de l'individu pour risquer une morsure. Et qu'elles se sentent acculées en fait. Et qu'elles se sentent acculées. Elle va toujours préférer d'abord le mimétisme, l'immobilité comme ici, et puis la fuite éventuellement. Mais si elle est acculée ou si on essaye de l'attraper ou quoi ou qu'est-ce, là elle risque de mordre en effet. Les couleuvres, elles sont dangereuses? Elles sont totalement inoffensives pour nous. Oui. Donc là, pas de raison d'avoir de crainte, même si on en voit dans nos jardins, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pas du tout en effet. Même avec une vipère, j'ai envie de dire, même si la rencontre dans un jardin est très peu probable, mais si une vipère était présente dans un jardin, en restant à distance, il n'y a vraiment aucun danger. On remarque au final que le serpent est plus menacé que menaçant. En effet, oui, c'est sûr. Ils sont très sensibles aux modifications de l'habitat, donc les prendre en compte dans la conservation de la nature, les préserver, c'est nécessaire. Oui. Et préserver ce genre de milieu, oui, c'est aussi fait. Très nécessaire. Merci beaucoup de nous avoir transmis votre passion. J'espère qu'à la maison, vous êtes désormais rassurés. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt.